bienvenue sur notre média Agora News Mobility. Ce soir, nous avons une soirée exceptionnelle, une émission tout à fait hors norme, puisque nous allons évoquer la mobilité sur le site de Paris La Défense. Paris La Défense, c'est le premier site européen qui accueille les entreprises. C'est un site qui a une histoire, mais qui a aussi des services qui touchent à la mobilité. Ce soir, nous allons accueillir donc Anouk Exertier. Bonsoir Anouk. Bonsoir. Vous êtes responsable du pôle mobilité de Paris La Défense. Mais nous avons aussi Vincent Huil, que nous connaissons bien au sein de l'Agora, puisque Vincent, vous êtes un membre de l'Agora, mais vous êtes chef de projet autopartage Nouvelle Mobilité chez Engie. Exactement. Et donc, vous témoignerez en tant qu'entreprise présente sur le site de Paris La Défense de votre politique, des actions que vous menez, des objectifs aussi que vous avez avec Engie dans le cadre de vos responsabilités. Alors, d'abord, Anouk Exertier, nous avons envie, avec les membres présents donc, à cette émission ce soir, de recontextualiser le site de Paris La Défense. Donnez-nous quelques chiffres, quelques éléments sur ce site hors norme, premier site d'affaires européen, je le disais lorsque je présentais le thème de cette émission. Oui, tout à fait. Le quartier d'affaires de La Défense, c'est un site particulièrement incroyable pour y travailler tous les jours. Et en fait, donc c'est un site qui a vraiment, c'est comme une petite ville en fin de compte, puisqu'il accueille chaque jour 180 000 salariés. Il accueille aussi 45 000 étudiants, donc dans un certain nombre d'écoles de renommée internationale également. Il y a aussi, il ne faut pas l'oublier, 20 000 habitants qui résident sur le site d'affaires. On a plus de 400 entreprises également. Donc c'est un site hors norme, vous l'avez dit. C'est le 4e quartier d'affaires mondial, donc après New York, après Shanghai, après Tokyo. Donc c'est un site qui a également des enjeux qui sont à sa taille. Donc je l'ai dit, c'est 180 000 salariés, mais du coup, ça forme un fonctionnement très particulier puisque c'est très pendulaire. Comme on a énormément d'entreprises, du coup, tout le monde, ça se vide le soir et ça se remplit complètement le matin. Donc le quartier est beaucoup plus calme le soir, mais du coup, ça conditionne aussi son fonctionnement qui est très particulier et qui n'est pas celui d'une ville classique, si j'ose dire. Et ce fonctionnement, il est encore plus caractéristique du fait de son urbanisme qui est totalement incroyable, donc qui a été pensé dans les années 60, à l'époque donc par le général de Gaulle, et puis ensuite l'établissement qu'il a construit, l'EHPAD, pour former et aménager ce quartier, donc qui est entièrement construit sur une dalle piétonne, donc de plus de 30 hectares. Donc c'est un site incroyable parce que du coup, quand on est piéton, c'est formidable, on marche, on n'a pas de bruit de voiture, on n'a pas à se soucier d'une voiture qui vient, d'un camion, etc. On peut vraiment être piéton, donc ça a une qualité urbaine, et tous ceux qui viennent à La Défense d'ailleurs le disent. Voilà, c'est vraiment un site incroyable de ce point de vue-là. Important de situer ce site, comme vous venez de le faire. Vous êtes responsable du pôle mobilité, donc au sein de cet établissement public qui dépend du Conseil général des Hauts-de-Seine, Oui, tout à fait. donc 92. L'émergence de ce site, c'est quelle année? À quelle année on a inauguré Paris La Défense? Ça a commencé. Alors Paris La Défense, l'établissement, il n'existe que depuis 2 ans. Puisqu'il a été fusionné donc, par l'ancien établissement d'aménagement du quartier et l'établissement qui gérait le quartier, donc qui avait les fonctions d'une ville. Donc les 2 établissements aujourd'hui travaillent ensemble, les 2 pieds, finalement les 2 jambes travaillent ensemble, ce qui est mieux. Et le quartier d'affaires Mais le quartier d'affaires existe depuis, il a été créé en 1958. 1958. Alors au début, il n'y avait pas grand-chose, hein, ça a poussé au fur et à mesure, et il a connu un développement très important à partir... Il y a eu des hauts et des bas, mais à partir à la fin des années 80, 70, un développement beaucoup plus important avec énormément de tours qui se sont construites. Alors on peut imaginer effectivement qu'à cette époque, nous n'avions pas les enjeux de mobilité que nous avons aujourd'hui. Vous qui êtes à la tête de ce pôle mobilité, donnez-nous, j'ai envie de dire, un peu la démarche que vous engagez pour favoriser la vie, la mobilité, les déplacements de cette ville. Parce que moi, j'ai envie de dire qu'on est à la taille d'une ville et une belle ville, que je qualifierais de moyenne dans notre pays. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? Comment vous abordez les choses? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, représente pour vous des défis?
Nous, on a à cœur d'améliorer au quotidien la qualité, le confort d'accueil, la qualité de vie des collaborateurs, des habitants, des étudiants aussi qui viennent sur le site. Et aujourd'hui, on sait que c'est un quartier qui a une très forte accessibilité en transport en commun, qui est entre le RER-A, le métro, le tramway, le Transilien. Voilà, c'est vraiment donc très bien desservi par les transports en commun. D'envergure, effectivement. Et d'ailleurs, 85% des gens qui viennent travailler à la Défense viennent en transport en commun. D'accord. Ce qui génère un flux important. Voilà, c'est le rançon du succès, si j'ose dire. C'est qu'on a aussi une très forte saturation des transports en commun. Je pense que n'importe qui est venu une fois à 9h à la Défense en heure de pointe en a fait l'expérience. On est bondé dans les trains, bondé sur les quais, bondé sur les sorties. Et donc, c'est vraiment, au quotidien, c'est très pénible. Comment on gère cette congestion? Comment on fait en sorte de donner un peu de souffle à cet espace? Est-ce qu'on travaille sur la multimodalité? Est-ce qu'on travaille sur des horaires décalés? Comment est-ce que vous avez pris comme décision? D'abord, on travaille sur l'offre. Donc, on travaille sur l'offre de transport avec toutes les parties prenantes pour développer la fréquence, etc. Mais ce développement de l'offre, il a une limite. On ne peut pas en permanence mettre plus de trains juste pour répondre à une heure de pointe qui est en plus toujours la même tous les jours, qui varie d'une minute à l'autre. Mais parce que telle une horloge suisse. Exactement. Depuis 1976, elle n'a pas varié. Elle est toujours à 9h05, 9h06, 9h07. C'est toujours la même chose. Donc les gens sont réglés comme des horloges, effectivement, à la Défense. Donc nous, ce qu'on veut, c'est proposer d'autres moyens de venir à la Défense pour favoriser le report modal. Alors, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre? C'est-à-dire, nous, on croit beaucoup au vélo. Il y a un fort potentiel autour du vélo, puisqu'il y a environ 20 à 25% des gens qui viennent travailler à la Défense qui, en fait, habitent à moins de 20-25 minutes à vélo, donc qui habitent à la Garenne-Colombe, à Puteaux, à Courbevoie, etc. Et qui, aujourd'hui, peut-être prennent les transports ou prennent leur voiture, mais n'utilisent pas forcément le vélo. Donc il y a un vrai potentiel important. Donc on développe des services autour du vélo, du stationnement sécurisé, des services d'entretien, de maintenance, par exemple, et évidemment des circulations sécurisées également, parce que des pistes cyclables, des accès aussi. Alors ce qui n'est pas facile à la Défense, puisque vu l'architecture, vu le design du quartier, comme tout est sur dalles, du coup il y a un peu des escaliers, des escalators, des ascenseurs partout. Donc vous avez mis en place un service donc c'est pas terrible pour les vélos. D'accès à des vélos, et en même temps vous avez travaillé sur la voirie. Exactement. L'aménagement de la voirie. Sur l'aménagement, sur des rampes d'accès, etc. Mais ça, c'est encore un travail qui est important et qui reste à mener, qu'on mène avec les communes environnantes. Mais c'est un chantier encore qui est devant nous parce que, comme je disais, le quartier n'a pas du tout été pensé pour les vélos. Vous considérez aujourd'hui que cette offre est attractive, elle est sollicitée par les énormément. salariés? C'est un vrai enjeu. On est sollicité sur le sujet par les entreprises au quotidien, par les usagers du site aussi, qui nous demandent comment venir à vélo, qu'est-ce que vous développez autour du vélo. Donc c'est un vrai enjeu, c'est un vrai besoin, et c'est une vraie envie de développement. Mais d'ailleurs, on le voit à Paris, le développement du vélo est très important. Et c'est la même chose en Ile-de-France et c'est la même chose à la Défense. Donc le vélo a de l'avenir sur le site de Paris La Défense. Tout à fait. Deuxième service que vous avez mis en place? Du coup, on travaille sur le report modal, donc le vélo, mais ce sur quoi on veut travailler, c'est aussi sur la demande en transport. Je vous disais, l'heure de pointe, elle est toujours à 9h06, 9h07. Donc c'est accompagner aussi les collaborateurs des entreprises et du coup les entreprises elles-mêmes pour développer la flexibilité autour du travail. Donc ça peut être du télétravail, du coworking, les horaires décalés, se dire qu'on n'arrive pas à 9h, mais peut-être on travaille de chez soi le matin, on arrive seulement l'après-midi, etc. Quelle est la nature de la collaboration que l'établissement public que vous représentez a engagé avec ces entreprises qui sont au nombre de plus de 400, vous l'avez dit tout à l'heure? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un comité de pilotage? Vous avez des référents dans chaque entreprise? Comment vous gérez cette relation à l'entreprise? Alors ça, c'est plus compliqué, c'est plus long et c'est plus difficile aussi, parce que c'est un sujet culturel aussi. Donc ce qu'on a lancé en collaboration avec, sous l'initiative aussi de Valérie Pécresse de la région Île-de-France, on a lancé un groupe de travail, une expérimentation autour du lissage des heures de pointe avec également la RATP, la SNCF et 14 entreprises de la Défense, donc qui représentent plus de 50 000 salariés. D'accord. Et on organise du coup un certain nombre d'actions avec elles, donc des groupes de travail mensuels par exemple avec leurs référents, mais aussi des actions qui peuvent être mutualisées entre les entreprises pour justement essayer de développer les bonnes pratiques, faire de la communication, organiser de l'événementiel aussi autour de ces sujets pour changer la culture d'entreprise,
faire évoluer les mentalités. Voilà, c'est un travail de long cours. Vincent, vous faites partie de ces 14 entreprises? Oui, en fait, Engie a fait partie des premières entreprises qui étaient présentes au Green Workshop de mémoire dès 2018, lorsque Anouk a lancé ces Green Workshops qui permettaient déjà d'avoir une réflexion commune avec notamment la Société Générale. Alors, évidemment, 180 000 personnes, c'est énorme. Engie cela ne représente que 4 600 personnes, mais il y a d'autres entreprises, comme je crois, la Société Générale, c'est 11 000 personnes, 11 000 collaborateurs. Donc, à chaque fois, il faut gérer les flux entrants et sortants. Alors, vous êtes chef de projet autopartage, nouvelle mobilité chez Engie. Parlez-nous là aussi de la relation que les entreprises ont avec l'établissement public. Comment vous la vivez, cette relation? Elle est de quelle nature? On est déjà obligé de vivre ensemble, c'est-à-dire que ce n'est pas Engie d'un côté, la Société Générale ou d'autres entreprises de l'autre. Donc je pense que c'est pour ça que le rôle de Paris La Défense, c'est de jouer un rôle de cohésion et d'animation d'ensemble. Et je pense que depuis qu'Anouk est arrivée, c'est vrai qu'elle réussit très bien cette mobilisation pour justement faire en sorte que la goutte d'eau ne déborde pas du vase. Et c'est le micro-élément. Vous voyez, quand on parlait tout à l'heure des heures de lissage, je crois qu'à quelques minutes près, des fois, on peut avoir beaucoup moins de monde dans un métro ou autre. Nous, on travaille aussi également sur tous ces sujets-là, mais vous savez, Engie est arrivé en 2010 à La Défense. À l'époque, il n'y avait pas le tram. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont en amélioration permanente. Et pour nous, c'est important parce que si on veut donner de l'attractivité aux collaborateurs, que ce soit d'Engie ou d'autres entreprises qui viennent travailler à La Défense, il faut le faire. Et en plus, si on peut inclure dans la transition zéro carbone, c'est encore mieux. Alors Vincent, quand on a 4000 salariés, qu'on est sur le site de Paris La Défense, premier quartier d'affaires européen, qu'est-ce qu'on propose à ces salariés pour améliorer la mobilité? Alors, Anouk en a parlé un tout petit peu. Déjà, bien sûr, le coworking, le télétravail en cas de problème de transport. Ça représente quoi pour vous, chez vous, le télétravail? Ça peut représenter jusqu'à 10% à peu près. Avec mon collègue Stéphane qui est présent dans la salle, nous allons mettre aussi une information collaborateur en temps réel, c'est-à-dire que lorsque vous allez quitter la tour d'Engie, vous saurez exactement à la minute près quelle est la ligne 1, quel est le prochain métro, la ligne A, le tram, etc. Et donc ces informations que nous voyons habituellement sur les quais de la SNCF, vous l'aurez dans une entreprise. Chez vous. Et ça, c'est nouveau. Et on va le mettre en place avant le 5 décembre. Voilà. D'accord. 5 décembre, date sur laquelle nous reviendrons, si vous permettez, avant de terminer notre émission. Allez-y. Voilà. Après, l'idée, c'est aussi vous savez, de décharger tout ce que l'on peut le faire. Par exemple, nous avons lancé une nouvelle application d'autopartage totalement digitalisée et nous allons mettre du covoiturage à l'intérieur de l'autopartage. C'est-à-dire que l'idée, c'est de pouvoir soulager au maximum les collaborateurs dans leur mode de déplacement. Et c'est de trouver toutes les solutions et on a une vision à 360 degrés. Je pense que c'est important de ne rien exclure. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait du vélo. En fait, le vélo était interdit à l'époque de Gaz de France, qui après a fait la fusion avec Suez, puis GDF Suez, puis Engie. Aujourd'hui, le vélo est autorisé à partir du moment où vous avez un équipement de sécurité suffisant et nécessaire. Et surtout lorsqu'il est fait dans des conditions appropriées. C'est vrai que si on a un vent de force 6, c'est comme en bateau, on ne va pas sortir. Eh bien, c'est exactement pareil. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on s'interdisait peut-être certaines choses il y a 10 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. Par ailleurs, comme vous le savez, les vélos ont fait d'énormes progrès. Nous avons des vélos à assistance électrique. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que même Engie a fourni des vélos à hydrogène pour le G7. C'est-à-dire qu'on ne recule devant aucune technologie et je pense que c'est aux entreprises d'être leaders et de montrer la voie. Vous avez décidé ce soir de nous démontrer qu'Engie était très audacieux. Je voulais vous demander quel est le nombre de salariés qui vient en vélo chez vous. Il est important ou pas? Alors, il y avait un problème... Vous arrivez à le mesurer? Comment vous mesurez? Non, alors, moi, je n'ai pas les chiffres exacts. Tout ce que je sais, c'est qu'on avait un problème de parking. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un collaborateur vient en vélo, il ne faut pas qu'il le laisse dehors. Et donc, on n'avait pas de solution. Finalement, on a pris des places au parking Jacques-Cartier, qui est à 5 minutes à pied de la tour d'Engie, et qui permet aux collaborateurs de sécuriser le vélo dans un parking. Parce que l'idée, c'est pas que de le retrouver avec une seule roue au lieu de deux. Voilà. D'accord. Et donc cette question du stationnement des vélos, donc Anouk, vous l'avez abordé de quelle manière? Vous avez privilégié peut-être un espace vélo sur les voitures habituelles? Comment vous avez géré ça aussi? Nous, on a la chance d'avoir un patrimoine de parking très conséquent, puisqu'on a 22 000 places de stationnement, donc c'est le plus gros ensemble de parking d'Europe. On a en fait tout le dessous de la Défense est entièrement constitué de nappes géantes de parking, donc qui sont très utilisées par les entreprises. Il y a quand même 10% des gens à la Défense qui viennent en voiture.
Donc on se doit aussi d'avoir une qualité importante de service, mais du coup on a aussi des parkings qui ne sont pas tout le temps pleins à fond. Du coup on a choisi d'utiliser ces zones qui n'étaient pas forcément toutes occupées pour créer du stationnement vélo sécurisé. Et du coup là on est en train de réaliser ces zones, donc on en a déjà une existante, mais on est en train de construire 500 places supplémentaires dans différents parkings justement pour permettre le stationnement sécurisé, parce que c'est un vrai frein, on le sait. Surtout quand on a un vélo électrique, c'est sûr qu'on ne va pas le laisser dehors. Bien sûr. On reviendra sur les aides d'État tout à l'heure, si vous voulez bien, à travers la loi LOM, sur les possibilités, là aussi, de se voir octroyer une aide par son entreprise ou par l'État pour notre mode de déplacement. Je voudrais revenir sur la relation à la SNCF, à la RATP, pour l'établissement public de Paris La Défense. Là aussi, quelle est la nature? Vous n'en parlez pas simplement quand il y a des soucis, je suppose. Vous êtes beaucoup aussi en amont, sur la prévention, sur l'amélioration des services, la sécurité des circulations, mais il y a la sûreté des biens et des personnes aussi, qu'il faut aborder, parce que parfois les gens nous disent les transports en commun, pas suffisamment sécurisés. Comment vous traitez ces questions avec ces deux grandes maisons, là aussi, en charge du transport public? La SNCF, la RATP, donc c'est des exploitants, des opérateurs de transport donc, qui interviennent sur le site de la Défense, donc qui offrent des services, qui les gèrent aussi, qui assurent effectivement également la sécurité dans leurs espaces, parce que chacun aussi a son périmètre d'intervention. Donc nous, on travaille avec eux au quotidien dans l'exploitation de ces zones, de ces espaces et dans l'exploitation des services. Et on a chacun, par exemple, Paris La Défense, on a un PC sécurité actif 24 heures sur 24 avec plus de 80 personnes, donc un ensemble commun avec les opérateurs de transport. Alors il n'est pas commun, mais en revanche chacun a son PC, mais les informations sont partagées en temps réel dès qu'il y a un sujet pour effectivement, puisque là par exemple, je prends l'exemple récemment, il y a eu une rupture sur le RER A, un endroit, une inondation, etc. Donc ça a causé pas mal de problèmes et du coup il est nécessaire d'avoir une cohérence et une communication entre toutes les parties, sinon on va dans le mur, quoi. Anouk, sur notre média, Vincent, on se dit tout, sans tabou, sans a priori. Ça fonctionne bien, les relations RATP-SNCF? Ça se parle, ça travaille ensemble ou chacun de son côté? Dites-nous. C'est pas toujours facile. Et ça dépend des sujets parce que chaque sujet a ses interlocuteurs, donc c'est aussi une histoire de personnes. Mais on construit ça, on construit cette relation-là, que ce soit autour de l'expérimentation pour le lissage des heures de pointe où on construit la relation. Mais c'est vrai qu'on a mis, par exemple, 6 mois juste à organiser une réunion où tout le monde soit présent, par exemple. Donc ça prend du temps, mais une fois que les choses sont lancées, ça fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il faut créer cette relation qui n'existait pas forcément. Oui. Anouk, Vincent disait que depuis votre arrivée, les choses fonctionnaient plutôt bien. Vous êtes arrivé depuis quand Ça fait 2 ans. 2 ans que vous êtes en charge de cette responsabilité. Vincent, je voudrais revenir sur la politique d'une entreprise en termes de mobilité sur le site de Paris La Défense, mais peut-être au-delà. Vous avez un plan de déplacement d'entreprise chez Engie? Alors, on l'a fait sur certains sites, mais on ne l'a pas fait sur La Défense en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur 4600 personnes, vous avez plus d'une dizaine de business units, c'est un temps énorme. Et puis, je vous cache pas, même si alors on le fait de façon un petit peu informelle, si je puis dire, mais on apprend beaucoup d'autres sites aussi en dehors de La Défense. Et par ailleurs, c'est vrai que nous avons également un grand projet d'aller sur la Garenne-Colombes, qui est à 700 mètres, où là, de fait, on aura 9000 personnes, et là, on sera un des plus grands acteurs de La Défense élargie, puisque La Défense va grossir. Hein. Je pense que avec l'arrivée de ce qui va se passer, le Brexit, etc., il y a beaucoup de choses qui vont arriver, et il va falloir gérer cette croissance. La place française et parisienne devient attractive. En tant que chef de projet de Cotopartage, Nouvelle Mobilité chez Engie, comment vous sondez vos salariés? Vous le faites régulièrement? Vous le faites jamais? Vous le faites rarement? Comment vous sondez leur mode de déplacement, leurs desiderata, leurs besoins? Vous avez un système de relations permanentes avec eux? Non, en fait, ça peut marcher un petit peu aussi par échantillonnage. C'est-à-dire que lorsque nous avons, par exemple, mis en place notre nouveau système d'autopartage, on avait 400 utilisateurs, ça nous a permis de requalifier le fichier et de voir justement quels étaient les usages des besoins des personnes. C'est comme ça qu'on a vu qu'il y avait des besoins pour aller de site à site.
Or, aujourd'hui, lorsqu'on a plusieurs sites en Île-de-France, souvent, si vous roulez en heure creuse en véhicule électrique, de surcroît, vous allez mettre une demi-heure, ou là, en transport en commun, vous pouvez mettre 50 minutes. Donc, il y a un gain de temps pour l'entreprise et un gain de confort aussi également. Et c'est comme ça, par petits groupes, qu'on arrive un peu mieux à cerner quels sont les besoins. Bien sûr, lorsque nous sommes arrivés sur la Défense, il y avait eu une enquête pour savoir est-ce que ça vous rallongeait, quel était votre mode de transport. Là, ça, c'était pour l'ensemble des collaborateurs. Anouk Exertier nous parlait tout à l'heure d'horaires, j'avais décalés pour éviter ce flux d'heures de pointe. Est-ce que vous avez géré là aussi les arrivées, les départs de manière un peu décalée en fonction des strates un peu de vos salariés, ou vous n'avez pas pris de mesures particulières là-dessus? Alors aujourd'hui, je parle sous le contrôle d'Anouk, mais Engie bien sûr travaille avec Paris La Défense sur ce sujet-là. Il n'y a pas eu d'obligation, c'est-à-dire que évidemment quand il y a des événements spécifiques comme météorologiques, bien sûr évidemment on indique bien aux collaborateurs ce qu'ils doivent faire ou ce qu'on les incite à faire lorsqu'il y a de la neige qui tombe et des choses comme ça. Donc ça, on a des messages qui passent assez vite. Maintenant sur le reste, vous savez, nous sommes en flex office, donc c'est-à-dire que je ne vais pas dire première arrivée, premier servi, mais disons qu'il y a une organisation qui se fait assez naturellement. Anouk Exertier, on benchmark quand on est à la responsabilité qui est la vôtre, on regarde ce qui se passe sur d'autres sites à l'échelle planétaire. Vous êtes le premier site européen, mais on sait qu'il y a des continents qui sont en avance, qui sont offensifs, innovants, créatifs. Qu'est-ce qu'on va chercher à l'étranger ? On va chercher pas mal de choses. Nous, on a été pas mal inspirés par Singapour, notamment, donc, qui ont développé énormément de choses intéressantes, alors autour du lissage des heures de pointe, autour des incitations aussi. Eux, ils sont allés très loin sur l'incitatif pour lisser les heures de pointe, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en Île-de-France, en fait, la mobilité, les trains, les métros, etc., sont financés par les entreprises via une taxe qui s'appelle le versement transport. 50%. Alors, pris en charge par les entreprises. Et il y a également ça, en plus, c'est 50% du pass Navigo qui est payé aux usagers. Effectivement, le VT, ça alimente la collectivité en charge. Et à Singapour, ils modulent cette taxe en fonction de ce que fait l'entreprise. Si par exemple, elle incite au covoiturage, si elle incite au vélo, si elle incite à un certain nombre de modes autres, ils payent moins de taxes. Donc là, du coup, c'est un incitatif quand même extrêmement puissant. Bon, eux, après, ils ont un sujet de saturation qui est vraiment important. Puis le fait qu'ils soient une île, c'est sûr qu'on ne peut pas non plus se développer de manière incroyable. Mais du coup, ils ont fait énormément de choses autour du vélo aussi, voilà, autour de ces sujets qui est vraiment intéressant. Après, on travaille pas mal aussi avec des spécialistes, par exemple, des gares au Japon, sur la gestion des flux aussi, avec la SNCF qui travaille autour de ça pour améliorer la gestion des flux, juste avec de la signalétique, avec du guidage, avec des choses comme ça qui permettent aussi de fluidifier en fait en heure de pointe les flux. Quand on se compare, quand on benchmark, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, est-ce qu'on prend conscience qu'il y a une dimension culturelle aussi dans les modes de déplacement qui sont les nôtres ? Oui, tout à fait, oui. C'est vrai que... Qu'est-ce qui caractérise le français dans son mode de déplacement ? Ce que je vous disais tout à l'heure sur l'heure de pointe qui ne varie pas d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, d'un jour à l'autre, avec un impact très fort. On voit les vacances, on voit tout ça. Donc on sait aussi que la culture du présentéisme en France, elle est très puissante, elle est fortement ancrée. Et c'est pour ça que ce que je vous disais, c'est vraiment culturel. C'est-à-dire que de demander aux gens de venir plus tard le matin ou plus tôt pour justement lisser les heures de pointe, on fait face à tout un système de freins qui sont solidement ancrés. Juste, par exemple, si on a son collègue de bureau effectivement qui arrive à 10h30 du matin, on va se dire « Ah bah dis donc, ça va, il est tranquille ». Et alors qu'il a pu travailler peut-être avant ailleurs, il était peut-être on ne sait pas. Mais toute cette culture-là est fortement ancrée et du coup induit des comportements aussi qui sont difficiles à modifier. Alors, pour faire bouger les comportements, le législateur prend des dispositions. Vincent Huil, donc il y a la loi LOM qui est, je dirais, en émergence depuis plusieurs mois, mais là, ça y est, donc, elle est disponible. Qu'est-ce qu'elle va permettre à une entreprise comme la vôtre, à vos salariés ? Est-ce que c'est une avancée, selon vous, de cette législation ? Oui, parce que je pense que ça va permettre d'officialiser vraiment tout ce qui tourne autour du covoiturage, de toutes les mobilités douces et partagées. Donnez-nous deux exemples. Je vais vous donner un exemple très pratique. Aujourd'hui, lorsque vous aviez un collaborateur qui venait en véhicule électrique, il se rechargeait. Alors des fois, l'entreprise pouvait lui offrir la recharge électrique, de temps en temps, elle ne lui offrait pas. Mais si elle lui offrait, l'URSSAF pouvait tomber sur l'entreprise en disant « Oui, mais finalement, quel avantage en nature avez-vous donné à votre collaborateur ?» Et là, c'était un discours un petit peu complexe entre l'entreprise et les URSSAF.
Demain, à partir dès que la LOLOM va rentrer en route, c'est le cas de le dire, vous aurez droit à un forfait de 400 €. Et ce forfait de 400 €, il pourra aussi bien être dans du vélo que dans de la recharge électrique pour un collaborateur à titre privatif. Donc c'est quand même une véritable avancée qui va être reconnue. Donc je pense que ça peut encourager d'autres formes de mobilité. Deux questions avant qu'on termine cette émission. Le temps passe trop vite. Ce sont des sujets passionnants. On en parlerait des heures. Le 5 décembre, ce grand mouvement national auquel les syndicats ont appelé pour manifester, on nous promet, j'ai envie de dire, une forme de bérésina en matière de mobilité, donc blocage total. Selon vous, comment vous pressentez les choses? Comment on s'organise dans ce genre de configuration? On dit plutôt à ses salariés de rentrer, de rester à la maison et de bosser plutôt en télétravail. On les incite à venir malgré tout sur site avec les difficultés. Comment vous gérez ça du côté d'Engie? Et ensuite, je voudrais l'avis d'Annick. Vous savez, déjà le 5 décembre, je crois que bon nombre d'entreprises qui sont également présentes ici dans ce studio savent qu'on ne va pas mettre de trop grandes réunions. Déjà, on va plutôt inciter à être en télétravail chez soi le 5 décembre. Après, je pense qu'on verra un petit peu comment les choses vont évoluer le 6, le 7, mais à la différence de 1995, on peut travailler de chez soi, ce qui était très difficile en 1995 durant les grandes grèves. Maintenant, pour vous, ça va être de ce niveau-là? On ne sait pas. Référence. Non, mais on ne sait pas. 95 comme référence. Non, mais on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça termine. Mais vous pensez que ça va commencer comme 95 avec une très forte mobilisation le 5? En tout cas, on l'entend. D'accord. À nous, comment on gère ça du côté des établissements publics? On donne des consignes, des recommandations aux entreprises ou on les laisse chacune gérer comme elles l'entendent? Nous, on les informe, donc on est pas mal sollicité par différentes entreprises effectivement qui nous demandent comment on fait pour se déplacer le 5 décembre, qu'est-ce qu'on donne comme indication. Donc c'est vrai que nous, on est en contact avec la SNCF, la RATP aussi sur ces sujets. Bon, eux-mêmes ne sauront pas 48 heures avant, en tout cas le délai. Avec la loi sur le service minimum, le 3 décembre, elles pourront ajuster leur plan de transport. Le 3 décembre à 17h, ils pourront savoir exactement l'offre de services par type de ligne. Donc là, on aura des informations fiables. Dans l'attente, il faut quand même prévoir a priori une mobilisation forte. Le 5 décembre, c'est sûr. Les jours ensuite, c'est a priori aussi envisageable. Donc il faut prévoir effectivement d'avoir recours au télétravail. Je sais que lors de la dernière grève surprise de la SNCF, tous les loueurs de vélos avaient connu un boom de leur chiffre d'affaires très important. Je crois que même dans Paris, ils avaient mesuré plus de 67% de fréquentation sur les pistes cyclables équipées de compteurs. Donc ça peut être aussi une solution, même s'il fera peut-être un peu plus froid, mais voilà, faut bien s'équiper. Donc le télétravail, recours à d'autres modes et effectivement plutôt pas fixer de réunions. Alors les syndicalistes qui nous écoutent vont certainement me maudire, mais je vais quand même poser la question. Est-ce que les rames sans conducteur sont prévues, envisageables sur le site de Paris La Défense ou on peut se demander pourquoi en 2019 elles ne sont pas encore là? On a déjà la ligne 1. Qui est automatisée. Bon, après, automatisée, il y a quand même des gens derrière un PC sécurité qui gèrent la ligne, et si eux sont en grève, la ligne ne fonctionne pas de toute façon. Très bien. Dernière question, si vous aviez une baguette magique, l'un et l'autre, quelle serait la mesure que vous prendriez pour améliorer les mobilités? Anouk. Moi, à la Défense, c'est vraiment développer beaucoup plus les aménagements cyclables. C'est pas facile à faire, on y travaille au quotidien, mais c'est un travail du vélo. Fastidieux. On l'a bien compris. Vincent? Je serais tenté de dire, notre CEO actuellement, Isabelle Kocher, souhaite développer la mobilité as a service. Donc je pense que répondre par tout moyen à tout mode de mobilité, y compris les trottinettes électriques, même si aujourd'hui elles nous encombrent un petit peu certains trottoirs, mais aujourd'hui, par quelque moyen que ce soit, ce qui compte, c'est le résultat. Et aujourd'hui, le résultat, c'est de pouvoir faire en sorte que nos collaborateurs et les collaborateurs, les usagers de la Défense, puissent circuler et se déplacer le plus facilement possible. Merci Anouk, merci Vincent, merci à tous de nous avoir suivis. Agora News Mobility vous a présenté une émission sur les mobilités durables, mobilité partagée, sur un site exceptionnel qui est celui de Paris La Défense, premier site d'affaires européen. Donc nous vous remercions de votre fidélité et nous vous disons à bientôt.